Pour les heures absentes, on en parlera dans un instant. J'ai le plaisir de recevoir Yves Baot. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous raconterez cet ouvrage qui vient de sortir. Mais avant, je me tourne vers Nicolas Hérisson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu nous parler de Piacé le Radieux, qui va nous proposer les Journées nationales de l'architecture. L'occasion de reprendre une petite dose de Norbert Bézard et Le Corbusier, s'il en faut. Donc, c'est les 19 et 20 octobre prochains. Ça. Et ça va nous permettre à la fois de redécouvrir votre exposition justement sur la campagne radieuse avec Le Corbusier et puis la déambulation parmi les œuvres d'art contemporain. C'est ça, c'est de redécouvrir le projet de Le Corbusier, de ferme radieuse et du village coopératif avec l'espace consacré à ce projet, imaginé dans les années 30 par Bézard et Le Corbusier. Voilà, donc une utopie non construite. Et donc, on construit des choses. Nous, il y a un parcours d'art et d'architecture qui existe dans le village, plus d'une cinquantaine de pièces, de micro-architecture, d'œuvres, en plus des expositions quand il y a des expositions. Mais là, on ira se promener, il y aura une balade aussi commentée le dimanche de différentes micro-architectures, architectures et œuvres se rapprochant de l'architecture. Alors, on reprend déjà un petit instant sur l'exposition Norbert Bézard et Le Corbusier, pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents. Le Corbusier, il est connu, notamment à Nantes, à Marseille, il y a des cités radieuses qui, elles, ont été construites, et bien d'autres œuvres qu'on peut découvrir en Europe. Là, ce projet-là, il n'a pas été construit, mais vous avez fait des maquettes. Donc, quand on visite l'exposition, on a des écrits et puis on a des projections de ce qu'aurait pu être ce concept de campagne radieuse. Oui, il y a beaucoup de documents qui sont réunis à la Fondation Le Corbusier. On a refait des maquettes, il y a des panneaux explicatifs, différentes choses. C'est un projet très important dans l'œuvre planiste de Le Corbusier, d'aménagement du territoire, des villes, des usines et des campagnes. Donc projet non construit, mais comme vous disiez, il y a déjà la cité radieuse qui est dessinée dans le village coopératif, quoi. Il y a déjà un petit module toit-terrasse qui est dessiné. Tous les principes corbusiens sont appliqués. Corbusier essaiera de vendre ses architectures par tous les moyens. En fait, dessine beaucoup de choses, mais construit très peu. Donc, c'est vraiment un projet très important dans l'œuvre de Le Corbusier, méconnu. Et puis, il travaille avec Norbert Bézard, donc, qui a habité Piacé, qui était plutôt un militant paysan, qui était son interlocuteur. Le Corbusier connaissait rien aux campagnes, comme il était né à la Chaux-de-Fonds. Voilà. Donc, il a quand même travaillé avec des personnes comme ça connaissant la campagne, et donc il lui enverra le cadastre de Piacé, différentes choses, et Le Corbusier va le mettre en volume. Alors, des choses qu'il a déjà dessinées, comme je disais, mais plutôt du préfabriqué qui est amené par camion. C'est le début de l'automobile et des camions, et puis monté à sec par les paysans, donc boulonné, avec des principes, un logis du paysan ouvert sur la nature, sur pilotis, toit terrasse, fenêtre bandeau. Et la cité radieuse est déjà dessinée pour le logis, pour loger toutes les personnes qui travaillent dans le village coopératif. Alors après, pas sûr que ça aurait été forcément accepté. On ne sait pas si les agriculteurs auraient eu envie de monter leur cité radieuse sur pilotis, mais ça c'est une autre question. Justement, en parlant d'architecture, dans ce grand parcours, parce qu'il faut compter au moins 2 heures pour faire le parcours, et comme vous le disiez, à 15 heures le dimanche, c'est le départ d'une visite commentée. Et là, vous avez une baraque américaine qui est en train de se construire, UK 100. J'ai vu les images. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, ça c'est une baraque qu'on a récupérée en Bretagne. En fait, c'est un UK 100, United Kingdom. C'était fait pour les Anglais en 42. 100, c'est 100 pièces. Donc c'est une baraque de la reconstruction qui est assez étonnante. On l'a démontée en Bretagne. Donc ils avaient refait un toit comme ça à 45 pour la pluie. Mais c'est très moderne. C'est un toit plat. On voit une image, donc toute démontable, ça arrivait il y avait 4 boîtes, des États-Unis, en Californie, Connecticut aussi, c'était fabriqué par différentes entreprises. Donc ça arrivait par caisse, par bateau, et c'était fait donc comme je vous disais, pour l'Angleterre. En fait, ils n'ont pas pris ces logements, donc maintenant on en retrouve un peu partout où il y a eu la guerre, ça a été sinistré. Donc celle-ci vient de Lorient. On en retrouve à Poton-de-Mer, près de Caen. Et c'est vraiment une architecture 20e assez étonnante. Après, il y aura Prouvé qui va aussi dessiner, Jean Prouvé, des habitats comme ça pour les sinistrés. Ça fait quand même 60 mètres carrés. C'est assez étonnant. Vous voyez, très moderne, un toit plat. C'était dessiné par Robert Wank, un Américain. Et donc, c'est des panneaux préfabriqués en Omasote, qui est un carton bouilli. Ça ne devait pas être fait pour durer. Celle-ci a été préservée parce qu'elle avait été rebardée par devant.
Et donc c'était une dame qui vivait dedans, qui est décédée, nous l'a donné. Mais voilà, c'est très intéressant, avec 2 chambres, une salle de bain, déjà une baignoire, donc 1942, Ouais. une baignoire, une cuisine aménagée très fonctionnelle. Voilà. C'est marrant parce que justement là on est vraiment un peu comme les bulles Sicoq entre le collectionneur d'art contemporain ou d'art moderne qui s'inscrit aussi dans l'histoire, et là l'architecture, donc le rapport au corps et à l'usage aussi de vivre dedans, puisque c'était des choses que vous collectionnez maintenant mais qui étaient faites pour vivre dedans, pour vivre avec. C'est justement ce dialogue qu'on a tout au long de la déambulation avec la notion d'architecture qui est parfois la notion d'échelle ou de regard, des choses comme ça. Ouais, mais cette maison est intéressante parce que c'est vrai que par rapport aux autres architectures qu'on a, c'est plutôt des architectures des années 70, la bulle Sicoq, le Tétrodon, par la UA, enfin c'est marrant, toutes ces utopies plastiques, Oui. et en fait dessinées grâce aux matériaux aussi de l'époque, qui est le plastique, qui permettait beaucoup de formes, de couleurs. Et là, c'est totalement autre chose, quoi, dans ce matériau qu'est le bois, des matériaux, voilà, l'omasote, et ce côté transportable, encore une fois, des architectures qu'on a. Parce qu'on ressort sa maison en ouais, plaquettes. Voilà, qui arrive et pouvoir la monter. Et cette architecture qui n'était pas faite pour durer est assez étonnante. Donc il y a aussi, à côté de Lorient, j'ai oublié le nom, on retrouve des baraques comme ça de la reconstruction. Une française, il y en a eu beaucoup, hein, donc une américaine, une canadienne. C'est marrant parce que ça questionne un peu, j'allais dire ça revient, mais heureusement pas des sinistrés, quoique, mais pas en France. C'est qu'il y a des constructions comme ça de gens qui veulent revenir à d'autres valeurs, qui veulent construire leur maison avec des choses préfabriquées, revenir à des minimums, et qui s'interrogent justement sur la nécessité d'avoir des espaces et de l'équipement dont il nous faut. Donc finalement, c'est des questions qu'on peut se poser largement aujourd'hui, quoi. Oui. Enfin, ce qui est intéressant aussi dans cette maison, c'est qu'on en voit beaucoup, on les voit plus parce qu'elles ont été customisées, quoi. Oui, c'est ça. Les gens ont changé, on voit qu'il y avait 2 ouvertures, parce que les Anglais rentrent par une entrée principale et sortent pour aller dans le jardin. Donc il y a ces 2 ouvertures. Donc là, elle avait été refermée pour gagner de l'espace. Après, il y a des gens qui viennent y greffer autre chose dessus. Donc elle a habillé, ils ont fait un toit, parce qu'on aime les toits 45, hein, les toits plats, ça fait toit de terrasse, c'est toujours cette modernité qui fait un peu peur. Mais enfin, il y a un truc, voilà, on remet un toit comme on connaît. Et donc il y a beaucoup de personnes qui vivent dedans, c'est assez étonnant. Et comment on en arrive, quand on est à Piacé-le-Radieux, à hériter d'une maison comme ça? C'est entre collectionneurs, vous connaissez les maisons Ouais, c'est toujours des histoires d'amitié, des rencontres. Là, c'est un marchand c'était paru dans la presse que Annick voilà, voulait s'en séparer, puis elle avait des frais pour la démonter, bref. Moi, je connaissais pas cette baraque, et puis j'ai découvert, et puis on est allé sur place, et voilà, on a monté une équipe, des bénévoles, on l'a démontée, stockée, on a pu la remonter avant l'hiver. Là, on est en train de la rebarder, un peu avec une tôle d'aluminium comme les bâtiments de Prouvé, qui est vraiment dans l'esprit pour préserver ce carton derrière. Et voilà, on va continuer, et ça continue ce parcours qui est toujours en évolution. Oui, ça, avec les différentes qui s'ajoute, enfin, auquel s'ajoutent et pour le coup, c'est une balade intéressante, là, en voyant des œuvres plus 70, des choses très différentes. Et puis, en fin de journée, le samedi, vous faites venir Federico Pellegrini. Oui. Federico Pellegrini, c'était le leader des années 90 des Little Rabbits, un groupe qui a beaucoup tourné. Après, il a monté French Cowboy, The One, French Cowboy. Et il a joué à Piacé il y a longtemps, une quinzaine, qui était consacrée à des musiciens, plutôt des plasticiens qui ont une pratique musicale. Voilà, lui, il fait de la photo, il fait de la photo. Enfin, mais bon, voilà, on avait montré. Et puis, ça faisait plaisir de le réinviter. Et puis, alors, il habite dans le Perche maintenant. Voilà, et puis, donc il jouera, oui, un projet qu'il a joué qu'une fois, et il rejoue des chansons italiennes des années 80. Oui, c'est ça, des années 50-80. Ouais, 50, ouais. Donc, c'est intéressant. Puis, il joue jusqu'à plus soif, quoi, suivant. Ouais, c'est ça. Suivant aussi. Donc, il jouera ça, normalement c'est à la fin des expositions, 18h30, 19h. C'est ça, on peut profiter des expositions et puis après voilà, échanger et découvrir encore une autre pépite musicale cette fois avec Federico Pellegrini. On retrouve toutes les informations sur le site Piacé-le-Radieux. Allez visiter Piacé si ce n'est déjà fait. Et puis de toute façon, si vous l'avez déjà fait, comme vous le disiez, il y a des œuvres qui se rajoutent d'année en année. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est un projet très rhizomique, donc il y a différents lieux, tout sera
ouvert, où on a réinstallé aussi Mick Peter, où j'étais venu en vitrine. Enfin, voilà, il y a vraiment toute une balade sur le territoire, je veux dire, enfin, dans le village. Oui, autour de Piazzé, même les endroits qui ne sont pas toujours ouverts seront ouverts ce samedi, dimanche. Donc, profitez-en, c'est le 19 et 20 octobre prochain. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Nicolas. Merci. Les heures absentes, Yves Baot, c'est votre dernier texte qu'on va lire, en attendant peut-être une adaptation au théâtre. C'est déjà très vivant, c'est un peu cliché ce que je suis en train de dire, mais moi quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression de voir déjà des gens devant moi en train de parler, donc c'est pour ça que je l'exprime comme ça. Vous aviez écrit Dans tes larmes, Joseph, qui est d'ailleurs repris au Théâtre du Passeur sur Joseph Weissman, un survivant de la Shoah. Ce texte-là, il parle notamment... comment vous l'avez construit? Parce que je dis les heures absentes, allez-y, vous allez en parler mieux. Comment ça se construit? Mais écoutez, je ne sais pas, quand je démarre un thème et que je m'y attaque, je ne sais pas comment je vais construire l'affaire. Ça se construit tranquillement, ça se déconstruit et ça se reconstruit. Alors, c'est inspiré, entre autres, J'ai dédié ce livre à trois enseignants assassinés, on va dire, hein, Samuel Paty, Dominique Bernard et Agnès Lassalle. Et je me suis préoccupé de tout ce qui s'était passé, surtout sans faire un livre d'origine politique, même si tout livre, enfin toute action est politique. Hein. Mais j'ai écrit plutôt sur une poétique que sur une politique. Alors c'est ça qui est, enfin pas étrange, j'allais dire amusant, mais voilà, oui, c'est pour ça, le texte m'a troublé clairement. Sur Joseph Weissman, vous aviez justement parlé du devoir de mémoire, ou comment on vit avec et comment on survit et comment ça peut éclairer sur des situations aujourd'hui d'antisémitisme, de racisme ou d'inégalité de manière plus générale. Là, c'est aussi ce qu'on ressent, c'est-à-dire qu'on est dans un collège. Moi, j'ai revécu mes années collège et je me suis dit, ah tiens, oui, un tel, comme ça, un tel. On se met à la place du professeur, on se met à la place des élèves. Et finalement, ce qui importe, évidemment, c'est la fin, mais pas tant. On ne parle pas du meurtre en soi, on parle de comment... La fin est connue. Voilà, elle c'est ça. Tristement connue. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver et de comprendre toutes les arcanes. Enfin, d'écrire sur les arcanes. Et moi, je me suis aperçu avec ce texte-là, qui est le 7e, qu'en fait, j'écrivais sur les fantômes, tout simplement. Ouais. Depuis le Bataclan 90, que je dise pas de bêtises, 97, en 2017, ouais. Jusqu'à ce dernier, jusqu'à Joseph, il y a 2 ans, où le texte se joue encore, enfin la pièce se jouera le 15, 16 et 17 novembre au Théâtre du Passeur, toujours. Il est repris cette année. Eh ben, je me suis aperçu avec ce texte que j'écrivais sur les fantômes familiaux, les fantômes personnels, les fantômes sociétaux. C'est ça. Mais alors, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu, notamment avec Samuel Paty et puis d'autres. Puis c'est vrai qu'il y a eu, sur la toile, il y a eu pas mal d'expressions. Mais là, on n'a jamais trop... penser du point de vue des élèves on sent cette tension monter, mais qui est une tension qui n'est pas surjouée justement, qui nous est familière pour se dire finalement ça aurait pu arriver à moi ou juste à côté. Alors je vais vous répondre très tristement, j'espère que ça n'arrivera plus, mais je n'en suis pas sûr du tout. Oui. Parce que vu le nombre d'enseignants en ce moment, on est beaucoup, enfin il y a beaucoup. Bon, moi j'ai écrit ce texte en tant qu'ancien enseignant, donc je me suis dit, bon, ne les laissons pas tomber. Ne les laissons pas devenir des fantômes neutres. Laissons-les dans notre société bien précisément. Donc j'ai écrit sur ce thème. C'est un thème, c'est pas sur des personnes ni des personnages, c'est inspiré d'eux. Ouais. C'est une fiction, hein. Je me note bien au début que ce texte est une fiction. Et j'y ai mis tout ce que j'avais envie d'y écrire et d'y mettre. Et justement, là aussi, autant on n'oublie pas les enseignants et on n'oublie pas non plus les élèves. Et voilà, il y a un questionnement, il n'y a pas de réponse dans ce livre. Et de toute façon, il n'y a pas de réponse à avoir à ce type d'horreur. Mais en tout cas, par contre, sur comment on se parle entre adultes et jeunes adolescents, entre celui qui transmet le savoir
en tout cas une forme de savoir, et puis ceux qui le prennent, et puis les cultures différentes, parce que c'est vrai que ce qu'on voit aussi dans ce texte-là, c'est la confrontation, les différences de culture qui parfois sont juste, entre guillemets, de la méconnaissance. Oui, c'est tout simplement, d'ailleurs, tous les troubles de notre société, moi je pense, mais c'est mon avis tout à fait personnel et petitement personnel, viennent de là, hein. Les gens ne se connaissent pas. Et puis les gens n'ont plus forcément envie de se connaître rapidement, parce que l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui se travaille, qui se cultive, comme une culture. Donc, bon, j'ai abordé le thème quand même de la religion et de la raison, en me disant, allons-y quand même, essayons de poétiser. Enfin, poétiser, c'est pareil, c'est pas un mot que je... Bon, essayons de faire de la poétique. Alors, mais c'est justement, on se rend compte que c'est difficile pour les jeunes de s'exprimer avec leurs idées, avec leur culture, leur famille, le poids de tout ça. Et c'est difficile aussi d'enseigner. Alors c'est pas le sujet en soi, c'est pas ce que vous écrivez, mais c'est ce qu'on ressent nous à la lecture de ce texte, c'est que finalement il n'y a aucune place qui est très agréable à avoir. On se rend compte de ce malaise qui est des deux côtés en fait. Oui, le lecteur se met là où il veut. Moi je laisse ouvert. Je parle des jeunes ados, je parle des profs, je parle de leurs relations, de ce qui peut se faire, de ce qui ne peut plus se faire, de ce qui s'est fait, de ce qui pourra se refaire. Bien évidemment, il faut garder totalement espoir. Et moi, ce livre, effectivement, un peu comme Joseph, enfin, dans tes larmes, Joseph, c'est a priori pas... Ça a été saisissant, la pièce a été... La pièce se rejoue, là, donc on va voir... on reprend avec une mise en scène un tout petit peu différente. Voilà, je n'écris pas des choses très drôles. Non, mais après, ces matières à réflexion, c'est pas non plus... voilà, on pleure pas à chaque page, on est bouleversé. Mais il y a quand même aussi la poésie du texte. D'y mettre une réflexion et de laisser dans la poétique, bien évidemment, pour faire quelque chose qui soit droit un peu, enfin, qui se tienne, qui puisse se mettre en théâtre. J'écris de manière un peu théâtrale. Hein, oui, tout à fait, c'est ce que je disais, en fait, c'est le mot théâtral, puisqu'on a l'impression d'être avec eux, d'être avec les enseignants, d'être avec les jeunes. Lisez, c'est très facile à lire, on se laisse prendre dedans, et puis à vous de vous faire votre idée, justement, à partir de ce texte. Et puis, c'est suivi de L'Antenniste d'Alep, qui est l'histoire d'un migrant qui arrive. Oui, c'était une commande. Alors j'ai mis la commande, j'ai envoyé la commande chez l'éditeur qui l'a mis avec. Voilà, tout simplement. Donc là aussi un autre sujet joyeux. Très petit texte. Petit texte de quelques pages, mais voilà, pour finir, si vous aviez un peu trop d'espoir, finissez avec ce texte. Voilà. Non, il faut garder tout, il faut tout garder, il faut garder tout le positif. Il faut réfléchir, surtout, il faut s'ouvrir et se poser les questions. Il faut cultiver notre différence. Je vais garder ce mot pour culturel. Les heures absentes de Yves Bao, je vous recommande cette lecture, et puis on espère que dans un an ou deux, on pourra le voir au Théâtre du Passeur. Oui, on travaille. Merci beaucoup Yves Bao, merci beaucoup Nicolas Hérisson, tous les deux d'être venus d'idées sorties lecture en Sarthe. Et puis on va continuer au théâtre aussi avec Philippe Corbet pour l'Actalia.